l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet, dit le Gros, affrontait aux frontières du royaume son cousin Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Il était entouré de vaillants chevaliers. Ces hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. Pour étendre le royaume, pour soumettre l'ennemi ou encore pour se défendre, il faut une épée de très haute qualité. Les métallurgistes du Moyen-Âge avaient développé une grande maîtrise des techniques de fabrication des lames. Et pour fabriquer une lame, au départ, il faut du métal, mais pas n'importe lequel. Le cuivre est trop mou, l'or est trop rare, l'étain est trop fragile, le plomb trop mou. Le choix se porte alors sur le fer. Le fer, tout simplement parce que c'est l'élément le plus stable de tout l'univers, le fruit ultime de la nucléosynthèse stellaire. La vidéo n'a même pas commencé depuis 1 minute et tu pars déjà en hors-sujet total, toi. Ouais, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Quand ta prochaine vidéo, quand? Autour du Xe siècle, l'instrument principal de préparation du fer était le bas-fourneau, dans lequel du minerai d'oxyde de fer était réduit en fer métallique par ajout de charbon. Dans le bas-fourneau, on récupère une masse constituée de métal et éventuellement de quelques scories. Cette masse métallique est un mélange inhomogène de divers types d'acier et on pourrait la comparer à une petite montagne contenant plusieurs filons. En certains endroits, il y a de l'acier à taux de carbone plus ou moins élevé et éparpillé partout. En d'autres endroits se trouve du fer presque pur et en d'autres filons, on trouve uniquement du mâche-fer. Le mâche-fer étant de l'acier qui a perdu son carbone, qui est devenu donc très cassant et complètement inutilisable. La masse compacte contenant divers filons est brisée en morceaux de quelques centimètres environ. Le forgeron sélectionnait les meilleurs morceaux en se basant sur son expérience et ces morceaux étaient utilisés pour la forge. Les morceaux étaient pour la plupart homogènes en ce qui concerne le taux de carbone, mais ils étaient complètement hétérogènes en ce qui concerne la structure cristalline. Le forgeron chauffait les morceaux pour en faire des petits lingots, puis ces lingots étaient soudés pour en faire un lingot massif. Mais ce lingot massif a une structure tellement hétérogène qu'il est inutilisable tel quel. Le forgeron va alors étirer le lingot, le replier sur lui-même et le souder au feu pour en refaire un nouveau lingot. Celui-ci sera étiré, replié, soudé et l'opération sera répétée plusieurs dizaines de fois. À la fin, le lingot n'est plus constitué de blocs d'acier hétérogènes, mais de plusieurs milliers de couches hétérogènes si fines et tellement étirées que le lingot est constitué pratiquement d'un seul type d'acier homogène. Toutes les lames fabriquées selon cette technique ont un aspect feuilleté. Ceci n'est pas un choix esthétique, mais bien une contrainte technique. Au Moyen-Âge, les forgerons n'avaient tout simplement pas le choix parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. De nos jours, grâce aux hauts fourneaux et aux aciéries, il est possible d'obtenir des aciers d'une grande pureté dont la composition chimique est contrôlée avec une précision absolue. Quand un lingot d'acier est fabriqué, on sait parfaitement quelle est la teneur en carbone et quelles sont les proportions des autres éléments contenus dans l'alliage. En résumé, la chimie moderne permet un contrôle parfait des propriétés de l'acier que l'on souhaite avoir, ce qui n'était pas possible au Moyen-Âge. Une autre étape très importante lors de la fabrication d'une lame est la trempe, qui fait passer la lame d'une température très élevée à une température beaucoup plus basse en un laps de temps très court, généralement en plongeant la lame chaude dans un liquide. Une lame trempée sera beaucoup plus résiliente qu'une lame laissée à refroidir lentement, mais le choix du liquide a vraiment son importance. La légende raconte que les forgerons du Moyen-Orient plongeaient la lame brûlante dans le ventre d'un esclave afin que la force de l'esclave soit transmise du sang vers la lame. En Occident, la première vraie description d'une trempe remonte à Théophile le Moine vers 1125 dans son ouvrage Schedula Diversiarum Artium. Théophile le Moine avait décrit que le meilleur liquide pour réaliser une trempe était l'urine d'un jeune garçon roux ou bien de l'urine de chèvre. Plus précisément d'une chèvre nourrie uniquement de fougères pendant les 3 derniers jours. Au XVIe siècle, Giambattista della Porta décrivait dans son livre De la magie naturelle que les meilleurs liquides pour réaliser la trempe du métal étaient du vinaigre dans lequel des sels d'ammoniac étaient dissous
ou encore de l'eau dans laquelle de l'urine et du salpêtre avaient été ajoutés. Cet ouvrage contient 1001 conseils concernant 1001 choses. Mais étonnamment, son conseil de tremper une lame brûlante dans de la pisse de chèvre, ça marche. Que les forgerons chrétiens trempent leur épée dans de l'urine ou que les forgerons musulmans trempent les leurs dans du sang, il y avait d'abord une modification physique de la lame, à cause de la chute brutale de température. La structure cristalline de l'alliage n'avait pas le temps de changer et restait figée. Mais il y avait aussi des transformations chimiques qui se passaient. Si on enlève l'eau, la molécule d'urée est le principal constituant de l'urine. Cette molécule a la particularité d'être presque un sac poubelle pour l'organisme afin d'évacuer l'azote du corps d'un humain. Ou d'une corps d'une chèvre, ça va aussi. Et c'est justement l'atome d'azote qui va nous intéresser. En effet, le fait de tremper l'épée très chaude dans un milieu très riche en azote peut provoquer un phénomène de nitruration du fer. L'azote et le fer se combinent à très haute température pour former du nitrure de fer dans la zone de contact entre les deux substances, donc entre l'acier de la lame et l'urine. Le nitrure de fer a une épaisseur extrêmement faible, à peine quelques micromètres, mais ce matériau a la particularité d'être très dur et presque inusable. Il semblerait donc qu'une très fine couche de nitrure de fer à la surface de l'épée et notamment sur le tranchant de la lame soit en partie responsable de la grande durabilité de l'épée d'un chevalier. Quant au fait de nourrir la chèvre avec des fougères pendant 3 jours, je suppose que Théophile le moine évoquait certaines fougères aquatiques qui ont la capacité d'absorber beaucoup plus d'azote de façon indirecte. Nourrir la chèvre avec ces fougères augmente la concentration d'azote dans l'organisme et par la suite dans l'urine, car il y aura plus d'urée. Et s'il y a une plus grande teneur en urée dans l'urine, donc en azote dans l'urine, le phénomène de nitruration du fer au moment de la trempe sera légèrement accentué. Une fois la lame trempée, le procédé de fabrication n'est pas encore terminé. Il semblerait en effet qu'il y ait des toutes petites bulles d'ammoniac qui se forment juste en dessous de la surface de la lame. L'ammoniac contient 3 atomes d'hydrogène et 1 atome d'azote et provient probablement de la dégradation de l'urée au contact du métal chaud au moment de la trempe. Et là, cette histoire commencée à la pisse de chèvre commence à devenir vraiment intéressante. Les microbules d'ammoniac pourraient en effet être liées à l'initiation de la synthèse de nanotubes de carbone. L'ammoniac démarrerait cette synthèse et celle-ci continuerait à la surface des atomes de fer. La présence de nanotubes de carbone a effectivement été prouvée dans les épées du Moyen-Âge, mais seulement en 2009. Ces nanotubes sont parmi les composés les plus résistants connus aujourd'hui et leur synthèse par les forgerons du Moyen-Âge, bien involontaire il faut le reconnaître, a été l'un des facteurs de la résilience des épées de cette époque dans le monde occidental. En ce qui concerne le monde oriental, la technique était quelque peu différente. Les musulmans ne produisaient pas l'acier eux-mêmes, mais l'importaient d'Inde. La métallurgie en Inde touchait en effet à la perfection, comme en témoigne la colonne de fer de Delhi. Cette colonne de fer quasiment pure a été fabriquée il y a environ 1500 ans et n'est toujours pas rouillée de nos jours. La qualité de cet acier n'a été atteinte qu'à la fin du 19e siècle en Occident. Les techniques indiennes permettaient la production de différents types d'acier, dont l'un en particulier était exporté vers le monde musulman, à savoir l'acier Vauts. Cet acier avait une teneur un tout petit peu plus élevée en carbone que l'acier utilisé par les chrétiens. L'acier Vauts était apparemment préparé dans des creusets contenant des galettes de fer poreuses auxquelles un peu de charbon de bois avait été ajouté. Un des facteurs déterminant la haute qualité de cet acier était sa cuisson, qui s'étalait durant 3 jours à une température constante de 1250 degrés. L'acier était ensuite refroidi progressivement jusqu'à température ambiante, et ce durant une journée complète. Il faut quand même rappeler qu'à cette époque, ils n'avaient pas de thermomètre pour vraiment contrôler la température, et pourtant ils faisaient ça à température contrôlée. Badass. L'acier Vauts était ensuite expédié au Moyen-Orient pour y être travaillé à basse température par les forgerons musulmans. Par basse température, ça ne veut pas dire qu'ils travaillaient le fer à la main comme l'enfeuste, mais que la température était suffisamment basse pour que le carbure de fer ne soit pas dégradé. Le carbure de fer est constitué d'un atome de fer lié à 3 atomes de carbone, et ce type de structure est résistant, mais vraiment un truc de dingue. Le procédé de fabrication indien de l'acier Vauts, associé à un travail à basse température par les forgerons musulmans, donnait finalement une extrême résistance aux épées des armées orientales. Et aussi l'extrême résistance des épées des chefs vikings. Il semblerait que l'acier Vauts ait été expédié jusqu'en Scandinavie par les routes commerciales de la Volga, et que cet acier a été utilisé par les vikings pour produire certaines armes, notamment les épées Ulfberht.
L'acier Wootz avait un aspect inhomogène et une fois retravaillé, il donnait aux épées orientales leur aspect typique en lame de Damas. Les épées chrétiennes avaient un aspect similaire, non pas à cause de l'acier, mais à cause des techniques de fabrication. On parle donc non pas de lame de Damas, mais de lame damassée. Quant à savoir quel acier était vraiment le meilleur entre l'acier indien et l'acier occidental, le mieux serait d'en voir une démonstration en conditions réelles. In the name of His glory.